Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la Bibliothèque d'Alsace. À l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se déroulent du 8 au 15 septembre, nous recevons Aline Le Guluche. Elle nous raconte son parcours face à l'illettrisme et le chemin qui lui a permis d'en sortir. Un témoignage inspirant qui rappelle que l'illettrisme concerne encore de nombreuses personnes en France, mais qu'il est toujours possible de le surmonter. Madame Le Guluche, pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre parcours ainsi que des difficultés que vous avez rencontrées face à l'illettrisme? Alors, je m'appelle Aline Le Guluche, je suis le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France et autrice de 2 livres. J'ai appris à lire à 50 ans et mon combat contre l'illettrisme que je mène à présent depuis plusieurs années. C'est vrai que l'échec scolaire commence à la petite enfance, hein, quand on commence à aller à l'école, c'est clair. Moi, pour mon compte, mes parents je suis issue d'une famille de cultivateurs, de paysans, et d'une fratrie de 8 enfants. Et du coup, j'ai pas, enfin, chez mes parents, il était plus essentiel d'être courageux à la ferme, travailler, plutôt que d'être dans les livres et les écrits. Chez mes parents, il n'y avait pas de livres, en fait, hein. Chez mes parents, il n'y avait pas tout ça. Je suis allée à l'école à l'âge de 6 ans, je n'avais jamais tenu un crayon, ni écrit un mot, hein, rien du tout. J'étais dans le flou total avec ça. Et je suis tombée malheureusement sur un enseignant malveillant, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Il était maltraitant, il était méchant, insultant. Il était vraiment il m'a frappée à nombreuses reprises puisque je faisais une tâche, parce que je faisais une rature. Et du coup, je voulais plus écrire puisque de toute façon, si j'écrivais, j'en prenais une. Et donc, voilà, ça m'a fait un blocage tout petit, enfin à 6 ans, je suis allée au CP. Et du coup, avec cet enseignant, je suis restée malheureusement 2 ans. Et pendant 2 ans, il m'a maltraitée. Et je confondais les lettres. Mais ensuite, je suis passée en CE1 avec un enseignant, lui au contraire, bienveillant, gentil, attentionné. Et du coup, lui, il comprenait pas pourquoi est-ce que je comptais très bien et pourquoi j'étais incapable d'écrire et de lire. C'était toujours un gros blocage. Mm. Et donc, il disait à ma place, il avançait les lettres, il présentait les lettres, il me racontait les lettres pour que je puisse assembler pour les syllabes, pour faire des mots. Et du coup, quand même, il m'a appris à lire un peu et à écrire un petit peu, à écrire mon nom, mon prénom, à écrire au moins calcul sur ma feuille sur mon cahier. Mais j'avais beaucoup de difficultés à lire par exemple, le problème. Quand, voilà, en calcul, lire le problème, j'y arrivais pas. Mm. Donc, il faisait à ma place, ou il faisait lire avec mon ami qui était à côté de moi. Donc c'était plutôt bien. Et je suis restée donc 3 ans avec lui parce que j'ai fait CE1, CE2 et j'ai redoublé, voilà, parce que comme j'étais pas bonne en français. Et avec lui, j'ai appris, déjà, j'étais plus punie aux récréations, donc j'ai pu m'épanouir dans la cour et jouer avec les autres. J'ai pu apprendre à faire de la musique, j'ai appris à faire de la flûte, lui, il faisait du banjo tous les soirs, et il nous racontait soit une histoire, ou il y avait tous les jours, il y avait de la musique. J'ai appris à faire du théâtre. En fait, avec lui, j'ai appris à faire d'autres choses que la lecture et l'écriture, dans lesquelles je n'y arrivais pas de toute façon. J'étais médiocre. Et c'est là où commence l'illettrisme, en fait. C'est pour ça que je dis, il faut prendre ça de très tôt, le plus tôt possible, l'illettrisme, pour réussir à l'éradiquer. Et en fait, il s'est avéré que je suis dyslexique, mais à l'époque, c'était pas quelque chose Connu. de commun et c'était pas connu ni reconnu. C'était une tare pour beaucoup de gens, même maintenant. On aurait des orthophonistes dès la petite enfance. On le sait à la maternelle que l'enfant a des problèmes de prononciation. On le sait qu'il écrit à l'envers, etc. Il y aurait des orthophonistes à ce niveau-là. Déjà, eh ben, c'est quelque chose qu'on pourrait éradiquer. Si on les pénalisent dès le début, ils se sentent pas à leur place, ils se renferment sur eux-mêmes, ils ne trouvent pas leur place dans la société. Et tout petit, on se rend compte qu'on n'est pas comme les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Et du coup,
les enfants qui savent bien lire et tout ça, on n'est pas forcément amis avec eux, on n'arrive pas à s'intégrer. Tout petit, ça se sent et ça suit toute la vie. Donc c'est pour ça que je mets un grand signal d'alarme là-dessus, très important. C'est vrai que des fois, déjà, Monsieur Beau, ça l'avait épaté, ça, parce que lui, il a tout de suite compris que j'étais pas bête, mais que j'avais un problème. Parce que j'étais capable d'enregistrer et de réciter sans même avoir lu. J'étais capable de retenir une règle de grammaire sans pouvoir l'appliquer, juste parce que je l'avais entendue. Et ça, il trouvait ça formidable. Mais toute la vie, après, c'est que de la tricherie comme ça, en fait. On survole les problèmes, on se cache derrière les autres pour. Après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans en usine de pâtisserie, donc c'est pareil, on choisit l'endroit. Je ne pouvais pas travailler en commerce, je ne pouvais pas travailler en restauration, parce qu'il faut prendre des commandes, parce qu'il faut parler, enfin, il faut écrire, et moi, j'étais pas capable de tout ça. Et parce que lorsque j'avais eu besoin d'un appartement, bah, voilà, je vais voir la dame de la mairie, puis je lui donne tous les papiers pour qu'elle remplisse. Comme ça, c'est elle qui le faisait, c'était très bien comme ça. La sécurité sociale aussi, je donnais tous les papiers. Ma mère m'a appris vraiment à remplir mon enveloppe et tout pour pouvoir écrire une adresse correctement. Donc, elle m'a donné ces deux, trois petites bases comme ça pour que je puisse avoir un petit peu d'autonomie et ne pas être complètement exclu de la société, en fait, pour pouvoir remplir ses papiers, les choses utiles. Mais à côté de ça, j'étais pas capable de faire une lettre de motivation, j'étais pas capable de remplir mon chèque. Donc, en usine de pâtisserie, voilà, j'avais pas besoin de lire ni d'écrire, mais ça m'est arrivé quand même d'être obligée d'écrire. Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a un manque d'étiquettes, croissant, faut écrire croissant sur le carton, je le dis dans mon livre, ou pâte feuilletée, plaque feuilletée. Et du coup, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi. Même en recopiant, je faisais des fautes quand même. Donc, forcément, j'étais l'arrivée et c'était aussi des insultes, de la malveillance, de la méchanceté gratuite, parce que les gens, ils pensent, à juste titre, sûrement, hein, qu'ils sont supérieurs parce qu'ils ont beaucoup de compétences. Ils ont beaucoup de compétences avec la lecture, l'écriture. Ils sont sûrement riches en vocabulaire, riches en géographie, en histoire, en tout ce qu'ils veulent. Mais c'est pas pour autant qu'il faut manquer de respect à celui qui n'a pas toutes ces compétences. Et je suis restée 15 ans donc, dans cette usine de pâtisserie. Et moi, j'y étais bien. J'y étais bien parce qu'en fait, j'avais un bon travail, physique, certes, c'était difficile pour le dos, c'était difficile pour tout ça, mais moi j'aimais bien mon travail parce que j'avais pas toute cette bureaucratie, c'était toujours la même chose. Et c'est important ça. Pour les personnes en difficulté, d'avoir une routine, ça les, ça les sécurise, c'est toujours le même rituel. Et donc ça, c'est anti-stress. Et ensuite, je suis arrivée à l'hôpital de Mons. Donc j'ai commencé en restauration, à la plonge et au ménage. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Moi, ça me convenait, je voulais surtout pas faire autre chose. Et donc, j'ai commencé aux entrées des patients. Il m'a dit, voilà, il faut faire les entrées des patients. Alors, c'est pas dur dans le travail, au contraire, c'est moins dur que de faire le ménage et tout ça, mais c'est de la responsabilité. Il faut lire tout un listing. Euh, c'est pas grand-chose, c'est la liste de courses. Mais moi, je sais pas faire une liste de courses, donc j'ai pas ces compétences. Et pour les lire, c'est compliqué aussi. Donc, ça me colle des stress énormes. Et donc, je suis confrontée à ça. Et ça va, je suis tombée sur des collègues sympas pour qui je n'ai rien dit du tout. Hein. J'aurais juste dit, écoute, voilà, tu me dis ce qu'il faut faire et moi, j'exécute. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé des marques et je me suis stabilisée un petit peu dans mon nouveau travail. C'était extrêmement compliqué pour moi, mais être illettré, c'est pas être imbécile, c'est quand même savoir réfléchir et puis aller voir un peu plus loin que le bout de son nez, puis sentir les problèmes arriver. Donc, j'ai ramené tous ces listings à la maison pour les lire, pour les écrire, pour me, pour me rassurer en tout ça, pour pouvoir les lire, les écrire. Ça n'empêche qu'en faisant l'effort, on apprend. Il ne faut pas se buter en disant c'est bon, je ne sais pas. Il faut dire c'est bon, je n'y arrive pas, mais je vais y arriver. C'est mon but. Il faut s'encourager à faire ça. Donc c'est compliqué.
Mmh. Tout le temps, toute ma vie professionnelle a été compliquée. Et puis à chaque fois, il a fallu que je remonte les challenges. Donc apprendre les menus par cœur. Donc ça a mis du temps. J'ai mis plusieurs années avant de me sentir mieux. Mais en attendant, on arrive toujours au travail avec la boule dans le ventre. Et les formations, ça, on nous donne des formations obligatoires sur l'hygiène, sur tout ça, mais comment est-ce qu'on peut partir en formation sans savoir prendre des notes, sans savoir, c'est pas logique pour moi. Donc moi, j'enregistre très bien. Je me mets au fond, je fais semblant de prendre des notes. Les chiffres, voilà, je les retiens, mais je fais semblant de prendre des notes. Voilà. Mais au bout du compte, j'y comprends rien du tout dans mes notes. Mais bon, j'ai tout dans la tête, ça compense. Parce que là, je ne vais pas prendre des notes, je vais pas, si j'ai une bonne idée, je ne vais pas l'écrire pour la donner à mon chef, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Non, je ne vais pas me mettre en avant, jamais. Quel a été l'impact de l'illettrisme sur votre vie quotidienne, personnelle, professionnelle? Alors, la première fois que j'ai fait une demande de remise à niveau, c'était verbalement à mon chef en cuisine. Je lui ai demandé si je pouvais faire une remise à niveau. Il me dit pourquoi faire. Je dis bah, parce qu'après j'aimerais bien faire un CAP de pâtisserie. Mais ici en cuisine, on n'a pas besoin de femmes. En pâtisserie, ça ne sert à rien. Et puis toi, tu n'as pas besoin t'as pas besoin de retourner à l'école, ça va bien comme ça. Donc, en fait, il trouvait que je lui suffisais dans son monde de chef en cuisine et que ce que moi je pensais, ce que moi je voulais, bah, ça n'avait aucune importance. On avait du mal à trouver, j'avais du mal à trouver ma place. Et ensuite dans les années qu'on passait, j'ai divorcé parce que ma vie de femme aussi était touchée par l'illettrisme, par mon handicap. Et que voilà, je me suis mariée avec quelqu'un de proche de mon entourage, qui me connaissait mes avec mes incapacités et au début ça marchait bien, mais à la longue du temps, il a pris, le pouvoir sur moi, mais vraiment un pouvoir, malsain, un pouvoir insultant, un pouvoir violent et du coup, il était persuadé que je pouvais pas le quitter puisque j'étais dans l'incapacité. Mmh. euh, de faire un courrier, de prendre un avocat, de me débrouiller. Et comme la violence a été tellement importante, j'étais obligée de partir. Et là, heureusement, j'avais mes enfants, puis l'assistante sociale pour faire mes papiers. Mes enfants. Et ensuite, il a fallu que je travaille dans les étages. Ils ont fait un nouveau poste d'intendante hôtelière. Dans tous les étages, il y avait des intendantes hôtelières. Et donc, voilà, moi, j'étais en gastro. Alors, en gastro, il y a plein de pathologies que je ne connaissais pas du tout, ni de nom, ni de l'écrire. Je ramais toute la journée et je travaillais tout le temps. Je finissais en retard tout le temps dans mes tâches parce que il faut que je passe deux fois plus de temps. Il faut que je révise avant d'aller voir les gens. Et c'est vrai qu'avec les années, j'ai acquéri quand même un petit peu de compétences. Obligé, à la force de Mmh. lutter. C'est ça, il ne faut pas se démoraliser, il faut y aller tout le temps. Quelles ont été les étapes clés de votre parcours pour réapprendre à lire et à écrire? Donc j'avais demandé à ma fille de me faire un premier courrier pour que je retourne à l'école. Donc ma fille me fait le courrier, je le donne à la DRH, pas de nouvelles. Ni bonne ni mauvaise, aucune nouvelle. Ensuite les années passent et je vivais avec quelqu'un qui abusait un peu enfin qui abusait carrément, on peut pas dire non, qui abusait un petit peu de mes incompétences parce que lui aussi, il me connaissait très bien de la cuisine. On a travaillé ensemble pendant plus de 10 ans. Et donc, il savait très bien que je n'étais pas très douée pour beaucoup de choses. Et il était toujours gentil pour m'aider, en fait. Donc, il a fallu, enfin, pour lui, j'ai fait un crédit sans lire le contrat. J'ai signé hein, un crédit pour sa maison. Sa maison, parce que c'est pas la mienne. Mais moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était notre maison. Après, j'ai signé aussi pour sa voiture, un crédit voiture. Et donc, j'étais très mal dans ma peau. Au travail, j'étais mal dans ma peau. À la maison, j'étais mal dans ma peau. Et donc, j'arrive à presque 50 ans et je ne savais pas si je devais survivre à ça ou si je devais me laisser mourir
tellement j'en pouvais plus. Et un matin, je me suis dit: «Allez, aujourd'hui même, j'irai au bureau de la DRH, j'irai et je ne lâcherai pas tant qu'elle m'aura pas reçue», j'étais déterminée. Donc j'ai dû passer au loin dans le couloir parce qu'elle travaillait au même étage que moi et voilà, je l'ai suivie jusqu'à son bureau et je lui dis j'ai toqué et elle me dit: «Oui, bonjour madame Leguidiche», parce qu'on se connaissait depuis 20 ans. Elle me dit: «Voilà», j'ai dit: je voudrais que vous me receviez ou qu'on prenne rendez-vous pour qu'on puisse, discuter, d'un petit problème». Et donc elle m'a dit: «Bah, rentrez tout de suite, installez-vous», et donc du coup, j'ai tout déballé. J'ai déballé que j'avais des problèmes avec la lecture, avec l'écriture, donc voilà, elle m'a écoutée, j'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré. Et bah, elle aussi, elle était assez émue et elle me dit: «Mais je me rends pas compte, je pensais pas que vous étiez en telle difficulté». Je dis: «Mais pourtant je vous ai fait des courriers». Alors elle regarde mon dossier, elle me dit: «Oui, il y en a 2». Mais elle me dit: «Ils sont parfaitement écrits». J'ai «Parce que c'est ma fille qui a bac+3 qui les a écrits, donc forcément il y a pas de faute, tout va bien». Elle me dit: «Bah, voilà le problème en fait». Je dis: «Mais si j'aurais écrit moi, vous auriez pas été capable de me lire». Et du coup, voilà, elle a tenu sa promesse, elle m'a écoutée et puis, elle m'a trouvé une école, les compétences clés à Paris, et là ça a été, le début d'une nouvelle vie qui commençait. Donc voilà, c'était le début, le début. Alors c'est la NFH, ça fait partie de l'hôpital, hein, de la fonction publique, et c'était les compétences clés à Paris, et à la NFH, alors forcément eux, ils font plusieurs niveaux, mais ils font, aussi, de base des compétences, enfin la remise, des compétences de base, et du coup j'ai passé un test, je suis allée à Paris, parce que c'est pareil quand on ne sait pas lire et écrire correctement, prendre le bus, le train et le métro, c'est un grand tourbillon de folie, hein. Mmh. Ça n'empêche qu'il a fallu que je passe mes tests, et Mmh. du coup, j'ai fait les tests et puis voilà, ils m'ont mis avec des personnes, de mon niveau, à peu près de mon niveau, on était tous à peu près équivalents, et du coup, j'ai trouvé ma place et c'était vraiment une très belle expérience. Dans cette classe, c'était tous les vendredis matins. Tous les vendredis matins pendant 6 mois à peu près, j'allais donc dans cette école. Donc le bus, le train et le métro, avec des fois, enfin, au début des catastrophes, puis après bon, après on s'habitue. Quand je suis arrivée dans cette école, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais honnêtement qu'il y aurait que des gens de 50 ans et de 40 ans à peu près. Mais jamais ça me serait venu à l'idée qu'il pouvait y avoir des jeunes de 20 ans. On a créé une solidarité, une force entre nous pour, s'aider, s'entraider, s'encourager et ne pas se sentir ridicule parce qu'on est juste des gens, des humains normaux qui retournons à l'école sans avoir honte. On ne doit pas avoir honte de ça, et au contraire, on doit en être fier. C'est pas dévalorisant de retourner au contraire, retourner à l'école, c'est une grande, force. C'est Oui. du courage énorme parce qu'il faut supporter le regard des autres. Je crois que c'était les moments les plus beaux de ma vie, en fait, les plus beaux, parce que dans le partage, dans l'éducation, ensuite, avec cette école, pendant 6 mois, j'ai pu partir vers une validation des acquis, passer un CAP. Bien, c'est pas parce qu'on va à l'école pendant 6 mois que je fais plus de fautes. Ça, c'est dans les rêves, hein, c'est faux. Mais attention, au bout de 6 mois, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la confiance en moi et j'ai dit: «Je fais une faute, c'est pas grave. L'important, c'est d'écrire». Si on peut pas écrire, on fait plus rien. Ouais, on peut être la risée si on a fait une faute. Bah, moi, je suis capable de répondre après parce que j'ai changé, en fait. Je me suis ouverte et du coup, j'ai pris de la force. Donc j'ai eu mon CAP d'intendante hôtelière, heu, au bout d'1 an et demi. J'ai fait un feuillet de 50 pages. En fait, c'était mon premier livre ça. 50 pages, pour moi, c'était impossible à lire déjà au démarrage, et non seulement le lire, mais l'écrire aussi. Donc c'était vraiment, très très beau ce que enfin pour moi c'était très beau, c'était un peu Mmh. la reprise carrément parce qu'avant je Mmh. pensais que j'étais toute seule. Mmh. Je pensais que j'étais la seule, à être nulle. Mais en fait Mmh. en fait, je me suis dit, vu que j'étais pas nulle, déjà, pas du tout, et qu'ensuite, il y avait plein de gens
comme moi, qui n'avaient pas ce genre de compétences et que c'était pas bien grave parce que ce qui était grave, en fait, c'est de ne pas reconnaître son manque de compétences et de ne pas frapper à une porte pour retourner à l'école. Avez-vous un message à faire passer à une personne concernée par l'illettrisme, mais qui n'oserait pas en parler ou demander de l'aide? Alors là, cette personne, il faut qu'elle réagisse, il faut qu'elle fasse comme moi, il faut qu'elle pousse une porte, qu'elle appelle les numéros verts, enfin qu'elle demande de l'aide à quelqu'un et même si elle baisse la tête au démarrage, même si elle y va tout doucement, le principal, c'est d'avancer. Chaque jour suffit sa peine, un pas après l'autre. Donc maintenant, c'est ça mon combat, je dis aux gens: «Ne te laisse pas faire». Il y a plein de gens et vraiment plein de gens compétents, gentils, qui sont prêts à vous aider et là-bas, faut y aller, quoi. Faut y aller, c'est le bonheur, c'est la lumière, c'est tout, quoi. Mmh. Il y a pas d'autre solution. C'est vrai que ça demande un peu de courage, mais le courage, c'est payant. Selon vous, quelles actions seraient à développer dans la lutte contre l'illettrisme? Alors, moi, je trouve que dans les entreprises, qui est une vraie source, hein, dans les entreprises sur le plan des formations, c'est marqué toujours formation pour le dos, formation informatique, mais formation de remise à niveau, on commence par celle-ci et la personne qui a la feuille de formation n'est pas capable de la lire. Donc, c'est normal que le chef ou le cadre de service, lorsqu'il reçoit, ses ouvriers une fois l'année, lise la feuille de formation, la feuille de proposition de formation Mmh. et qu'on commence par les compétences de base et les compétences de base, c'est un levier pour ensuite aller faire toutes les autres formations. Plusieurs années, vous avez été ambassadrice du programme Lancôme Écrire son futur et par ce biais-là, vous avez écrit vos livres. Pouvez-vous nous en parler? J'ai eu la chance, formidable que Lancôme, croise ma vie, et du coup, j'ai été, leur ambassadrice pendant, toutes ces dernières années. J'avais commencé à écrire mes livres, lorsque j'avais rencontré la lutte contre l'illettrisme avec monsieur Hervé Fernandez. Il m'avait invitée à Lyon. Il m'avait invitée à Lyon pour une conférence et cette conférence, il y avait 300 personnes et c'était vraiment et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'écrive mon parcours pour justement donner un sens à mon parcours pour aider les autres. Parce que ça sert à rien d'avoir un tel parcours qui ressemble à plein d'autres parcours, en fait. Si on ne peut pas le partager, si on ne peut pas en discuter tous ensemble. Mmh. Et donc moi, je voulais donner une pierre à l'édifice parce qu'on m'a aidée et moi, c'était ma façon d'aider les gens. Mais c'était beaucoup de travail pour moi et je me relevais la nuit, je faisais tout le temps. Mais j'étais très heureuse de faire ça. C'était une très, très belle expérience. Et mon livre, le premier, je l'ai fait en audio aussi, pour que les personnes en difficulté puissent le lire, bien évidemment. Mmh. Et c'est moi qui l'ai fait en audio, parce que j'y tenais. Et c'était dur, hein, pour moi, attention, hein, mais j'étais heureuse de faire ça. Dans votre parcours, est-ce que les bibliothèques ont eu un rôle et lequel? Quand j'étais enfant, j'ai jamais mis un pied dans une bibliothèque, hein. J'ai commencé à aller dans les bibliothèques, dans les médiathèques, grâce à mon livre, grâce à mon écrit, parce que de moi-même, je n'arrivais pas à y aller. Pourquoi faire? Mmh. C'est ça le vrai truc. Pourquoi faire? Mmh. Je trouvais pas ma place. Est-ce que vous identifiez des actions que les bibliothèques pourraient mettre en place pour accompagner, faire venir les personnes qui sont en situation d'illettrisme? Il faut faire une com à l'extérieur, dans les écoles, par exemple, c'est important. Il y a les mamans, convier les enfants pour que les mamans elles viennent avec. Voilà. Même Pôle emploi, il pourrait tout à fait faire des visites dans les médiathèques, bibliothèques, pour justement, parce qu'il y a des tas de personnes qui sont en difficulté à Pôle Mmh. emploi. Et là, on pourrait tout à fait faire des petites journées, des, je sais pas, écouter des livres ou passer des petits films ou enfin, vous savez tellement bien le faire, d'attirer les gens, mais c'est vrai que Pôle emploi, c'est une bonne source. Les écoles, c'est une bonne source. Les collectivités sportives aussi, parce qu'il y a beaucoup Mmh. d'enfants et d'adultes qui sont en situation, et joindre les livres avec le football, par exemple, c'est pas mal aussi. Vraiment, c'est un bon terrain ça. Parce que je vois mon petit-fils, il a des difficultés. Il aime le foot, mais il aime pas la lecture. Et si moi je lui dis: «Tiens, les stades, mais les clubs de foot, les clubs à l'étranger,
Tu peux peut-être les mettre sur la carte, tu peux peut-être réfléchir. Et ça, il sait faire. Ça l'attire. Le sport et puis la lecture, là, c'est des bons terrains, ça. Ça les attire. Je trouve qu'ils font déjà beaucoup de choses et vraiment, même je les remercie, hein, parce qu'avant, les fonds faciles à lire, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il y a eu un effort terrible, une ouverture d'esprit terrible, parce qu'avant, les médiathèques, les bibliothèques, c'était que pour lire en silence et tout ça. Il ne se passait pas grand-chose. Mhm. C'est très vivant, c'est beau, c'est agréable, c'est confortable. On peut y rester le temps qu'on veut. Voilà. Non, non, je trouve que vraiment, vous n'avez pas besoin de moi pour tout ça. C'est très, très bien tout ce que vous avez fait. Ouais, c'est beau. Mm. Merci d'ailleurs. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot aux personnes qui vous écoutent? Et merci à vous. Merci de vous intéresser à la problématique de l'illettrisme parce que c'est un gros problème d'actualité, malheureusement, Mm. toujours. Et voilà, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour eux, merci pour moi. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les livres d'Aline Le Guluche qui sont disponibles dans la bibliothèque de votre territoire ou sur réservation. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, rendez-vous sur le site internet de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci de votre écoute. Au revoir.